c'est un grand signe du grand retour du géant d'Afrique sur la scène internationale par la grande porte, dans la mesure où la normalisation de relations avec le Royaume de Belgique est désormais un acquis. Le roi s'engage lui-même à faire jouer à la Belgique le rôle de l'avocat de la République démocratique du Congo. Il s'engage à rapatrier les biens culturels qui avaient été emportés. Et il s'engage à rapatrier le reste de l'aîné de nos premiers ministres. Donc c'est la visite de quelqu'un qui vient sur fond d'expression des regrets par rapport à tout ce que nous avons subi pendant l'esclavage, à son initiative. Donc ça c'est, nous devons saluer l'humilité, nous nous réjouissons de ce voyage et nous nous sentons particulièrement flattés quand le roi va jusqu'à réaffirmer l'intangibilité de nos frontières, dire qu'ils n'accepteront pas que la RDC modifie sa morphologie, même pas d'un seul millimètre. Ça nous va droit au cœur. Pour ce qui concerne l'arrivée du Saint-Père, le pape François, c'est un voyage très attendu, même si le cardinal Ambongo roule dans le sens d'énerver les gens, de faire de cela quelque chose qui ne regarde que l'Église catholique. J'assume diffuser sans censurer mes propos. Même si le cardinal Ambongo roule dans le sens contraire de la manivelle, pour décourager les bonnes consciences, le pape, c'est le successeur de Paul, c'est le successeur de Pierre, c'est le successeur de Jésus. Donc il est universel, il n'y a pas moyen de le sectariser, le renfermer uniquement dans l'Église catholique, dont je suis membre d'ailleurs. Mais dans cette venue, nous voyons une possibilité, un réconfort dans la foi. Avec la prolifération de sectes, le regain de certaines religions que nous ne connaissons pas très bien ici, nous, la première évangélisation que nous avons reçue dans ce pays, visité par le roi de Belgique, la puissance colonisatrice, c'était l'Église chrétienne, je ne veux pas dire catholique. Alors, que le pape succède le voyage de Sa Majesté le roi de Belgique, c'est un très bon signe. Nous avons besoin du réconfort de notre métropole. Nous avons besoin de la paix. Et la paix, c'est Dieu qui la donne. Donc, nous sommes très attentifs à ces deux visites. Nous aurions voulu voir le cardinal, si c'était quelqu'un qui voulait bien accueillir le pape ici, il se serait impliqué, organiser un grand culte œcuménique au stade de Martyrs, par exemple, $1 pour soutenir les FARDC, préparer les gens dans l'état de communion, de fraternité pour bien accueillir le pape. En tout cas, il fait tout sauf ce qu'il devait faire. Autour de ces deux visites, nous ne devons pas attendre que la manne tombe du ciel. Elle est tombée une seule fois dans l'histoire et n'est plus jamais tombée une deuxième fois. Il y a la part de ce que l'État doit faire, il y a la part de ce que nous devons faire. Imaginez qu'on demande à chaque rançonneur du peuple, autrement appelé Église, de justifier l'argent qu'ils perçoivent des contribuables congolais à temps et à contre-temps, à l'occasion de n'importe quoi. On fait circuler les paniers pour prendre l'argent. Si chaque église pouvait, selon sa représentativité, selon sa taille, chaque paroisse doit avoir un minimum de 10 hectares de champs. Si on devait dire chaque église, pour être agréée, vous devez nous montrer d'abord vos 10 hectares de champs
le parc pour vos élevages, ça irait mieux. Mais ils prennent cet argent, ils se tapent des jeeps, ils se tapent de voyages en Europe, en Amérique, à Rome, l'argent du contribuable. Et puis ils viennent ici s'asseoir pour dire avec nous, la vie coûte cher, les gens ne mangent pas à leur faim. Oui, mais l'argent que vous mettez dans les billets d'avion échappe, ne circule pas dans l'économie congolaise. Les comptes que vous avez, que vous ouvrez à l'étranger, c'est une fuite de capitaux. Cet aspect de choses, on n'en parle pas assez. On veut faire croire à la population qu'il arriverait un chef de l'État qui, chaque fin du mois, distribuerait des sacs, des cartons de provisions dans chaque maison. C'est l'illusion qui exploite la méconnaissance. On exploite l'ignorance de la population. On pense qu'il arriverait un chef d'État magique une fois qu'il fait la remise-reprise, le lendemain, vous trouvez tous les prix des biens divisés par 20. Non, c'est de l'illusion. Arrêtons de mentir la population. La parole de Dieu elle-même dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Les biens coûtent cher, mais ça dépend. Vous touchez combien à la fin du mois? Ceux qui pleurent là n'ont même pas de salaire. Beaucoup de gens sont inopportunément dans les centres urbains, dans les agglomérations et dans les grandes villes du pays, en lieu et place d'être au village, à faire l'élevage et l'agriculture. Très peu sont restés, ils produisent, nombreux sont dans les agglomérations, ils attendent consommer, ils sont flattés, c'est vrai, les besoins de modernisation exigent, on a besoin d'une vie plus allégée, où on peut charger tranquillement son téléphone, acheter du crédit, regarder la télévision, prendre le transport. Ce sont les conditions qui ne sont pas au village, l'eau ne coule pas au robinet. Ça fait que les gens sont tentés d'aller chercher une vie paisible, loin des villages, loin des terres arables, loin des lieux appropriés pour l'élevage et l'agriculture. Alors que direz-vous de cette jeunesse qui est en train de se débrouiller actuellement? Il y en a qui roulent à moto licenciés, il y en a qui vendent d'eau sur la rue, il y en a qui se débrouillent à tout ce qu'ils veulent, comme vagabonds. Il n'y a pas de son métier. Je connais beaucoup d'expatriés qui viennent ici. Pour leur début, ils vendaient des sachets plastiques vides ou des babouches. Aujourd'hui, c'est eux qui sont les titulaires de supermarchés. Et les compatriotes qui estiment qu'ils ne pouvaient pas vendre les sachets, ils ne pouvaient pas vendre les babouches, c'est trop ridicule, sont aujourd'hui à leur service et réclament d'être bien payés. C'est paradoxal. On ne peut pas refuser. Il n'existe pas un petit travail et un grand travail. Il n'y a qu'un petit travailleur et un grand travailleur. Au petit travailleur, vous lui donnez l'entreprise comme l'Amiba, demain après-demain, vous le trouvez devant une tablette avec la lampe torche à acheter quelques grains de diamant. Ça, c'est un petit travailleur. Mais à un grand travailleur, vous lui donnez un sac de braise et un bidon d'huile, après 3, 4, 5 ans, il commande les camions de braise et les fûts d'huile de palme. Ça, c'est un grand travailleur. Donc, il n'y a pas de ce métier. Ces jeunes qui sont licenciés, qui font les motards, ils se débrouillent. Mais c'est comme ça qu'ils ont commencé, nombreux qui sont maintenant taximens, avec les ketch. Ils ont commencé par les motos. C'est un commerce que Kinshasa ne connaissait pas. Ça, c'est l'ingéniosité de nos compatriotes. Je crois que ce n'est qu'un échantillon. Il doit être plus que ça. C'est l'héritage Kabila, Laurent et Joseph. Donc, ils nous ont amené des étrangers ici, leurs collègues, là où ils ont grandi ou là où ils étaient nés. Ils nous les ont imposés ici. Qui, chef d'état-major général, James Kabarebe, qui, ministre des Affaires étrangères, Bizima Kararahomo, qui, éternel ministre de l'Intérieur. Lui n'est venu que pour intérieur, affaires coutumières, Azarias Ruberwa, vous avez, ce sont ces gens, héritage de Kabila Joseph et Kabila Laurent, qui
avait libre cours à travers tout le territoire national pendant 20 ans. Ce travail de sape initié pendant 20 ans. Vous demandez au bout de 3 ans si nous avons peur, si on ne s'est pas arrivé au bout de ces gens, mais attendez, donnez-nous ne fût-ce que le même timing. C'est ça la mauvaise foi. Parce que nous savons que entre construire et détruire, ce qui prend le temps, c'est de construire. Détruire, vous pouvez tout casser cet immeuble dans moins de 3 minutes. On se souvient de Wall Street, on se souvient de Manhattan. Au bout de quelques minutes, l'œuvre de tant d'années anéantie, au bout de quelques minutes, par Osama Ben Laden. Parce que détruire est facile. Mais donner à Ben Laden tous les matériels qu'il faut, demandez-lui de construire de tels immeubles, il aura besoin de plusieurs années. Le travail de sape pour conduire le pays dans les profondeurs où il se trouve et refuser qu'on n'avoue pas qu'il est mort, c'est vraiment de la méchanceté. Cette gymnastique de destruction a coûté 20 ans. Logiquement, la construction devait prendre le double, sinon le triple. Mais la mauvaise foi fait qu'on veuille aujourd'hui comparer le chef de l'État à ceux qui, pendant 3 ans, vivaient encore le délai de grâce. Ils en étaient à boire, à spolier les biens laissés par les Belges, à prendre les voitures ici, les amener ailleurs, à apprendre à lire, dire bonjour en français pendant 3 ans. C'est la mesure que l'on trouve pour juger l'actuel chef de l'État et aller jusqu'à dire est-ce que nous avons peur? Pourquoi nous ne pouvons pas arriver au bout de ce genre? L'ancrage a pris 20 ans. Prendre le commandement de l'état-major général de l'armée d'un pays. On positionne qui? Ils sont dans les services d'intelligence, dans l'armée, dans la police, dans l'administration. La purge ne peut pas s'effectuer comme d'un coup de bâton magique et vous croyez que toutes les impuretés, les corps étrangers sont déjà hors d'état de nuire. Ça demande du temps, c'est un processus. Il y a des Rwandais qui sont ici, qui font leur travail tranquillement pour faire vivre leur famille. Mais il y en a qui sont ici avec des agendas, qui convoitent le fauteuil présidentiel, qui veulent prendre la direction de la Banque centrale. C'est à cela que nous disons halte, vivement la loi Noël Tchani. Mais nous avons répondu à cette question. Le Kasaï est dans la République démocratique du Congo. Chacun doit mettre la main à la pâte. Il ne s'agit pas de détrôner, faire un coup d'état mental à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour en faire le président de la République du Grand Kasaï. Non, il est le président de la République démocratique du Congo. Lui, il gère les tâches à l'échelle nationale par rapport à l'étranger aussi. Mais le Grand Kasaï est suffisamment outillé avec le personnel qui gère au quotidien. Vous trouvez des gouverneurs avec leurs exécutifs et les assemblées provinciales dans toutes les 5 provinces du Grand Kasaï. C'est la chose au Lomami, au Kasaï central, au Kasaï oriental et au Sankuru. Vous avez des gouverneurs avec des gouvernements et des assemblées provinciales. C'est à eux de remettre la population au travail. C'est à eux de porter les projets fédérateurs au niveau de leur hiérarchie. Si c'est nécessaire qu'il y ait la caution du chef de l'État, vous savez qu'on ne peut pas forcer une porte ouverte. Les époques ont changé, on n'a plus de prétexte à trouver. Non, c'est parce que le pouvoir ne nous aime pas amener les projets fédérateurs, bancables, consommables. Voyons si le chef de l'État fera obstruction. Ce n'est pas le cas. Au Grand Kasaï, nous travaillons à la conscientisation de la population pour que chacun joue son morceau de partition. Le développement ne sera pas l'œuvre d'un petit groupe d'acteurs avec une multitude d'observateurs qui attendent pour manger. Non. Quand vous allez au marché,
soyez au Kasaï ou en dehors du Kasaï, quel argument amenez-vous sur le marché? On a transformé la définition du marché en la définition du supermarché. Le supermarché, c'est le lieu où ne s'effectuent que les ventes. Mais le marché, vous avez les achats et les ventes. Vous pouvez aller sur le marché avec un argument. La dernière fois, quel était l'argument que vous avez proposé sur le marché? Du poulet, des canards, les cochons, les produits de l'agriculture? Non, vous y allez pour vous appauvrir. Même si c'est tout un dépôt d'argent. Mais quand ce sont des sorties à sens unique, les dépenses unidirectionnelles, sans retour, vous allez finir par mourir pauvre. C'est ça l'idéologie que nous amenons au Kasaï. Et d'ailleurs, vous faites bien de me rappeler que vous serez conviés à couvrir la sanction sur le travail abattu pour le développement. Non, il n'y a pas de déplacement massif. C'est plutôt la population active qui se déplace. Mais le mouvement n'est pas massif. Quand les Kasaïens arrivent à Kinshasa, Kinshasa sent qu'ils sont là parce que en venant, ils n'avaient pas pour terminer ce Kinshasa. Ils avaient compris qu'à la frontière de Lufu, il y avait lieu d'approvisionner Kinshasa dans les biens de besoins dont Kinshasa ne savait pas satisfaire autrement. Ils se sont installés à Lufu et ils pompaient la marchandise ici, les Kinois ont consommé tranquillement. C'est quand ce marché-là s'est atténué, tout le monde a voulu copier la même chose, qu'ils ont changé de cap. Ils ont payé les motos en constatant que les Kinois parcouraient les distances entre les arrêts et leur résidence. Les motos sont devenues une réalité à Kinshasa. Et des motos, ils ont commencé par une, et puis deux, trois, quatre, et enfin, ils ont acheté les ketchs. Ils sont les tout premiers à amener les ketchs dans cette ville. C'est ce dynamisme-là qui effraie. On voit qu'ils nous ont envahis. Mais regardez les colporteurs qui vendent les makassou, les ngouba, les cigarettes et tout ça. Pourquoi on ne dit jamais le Bandundu a envahi Kinshasa? Parce que c'est à peine visible. Ça passe inaperçu. Ça n'a pas d'impact. C'est dans les Nganda, des trucs retranchés, dans les deuils qu'on va voir ces colporteurs. Mais avec la moto, avec une voiture ketch, on circule à n'importe quelle heure, et on est visible, on rend service à une grande communauté. C'est ce qu'il y a eu à Lubumbashi. Que vous avez des gens qui sont allés en sachant que à la première vague, quand sous l'influence de Mobutu, on a chassé les Kasaïens, on a donné des titres miniers à nos compatriotes du Katanga qui avaient besoin de les revendre parce qu'ils ne voulaient pas exploiter. Et il y en a qui les ont achetés, qui les exploitent autrement, en partenariat ou comme des syndicats, ainsi de suite. Et ça a aidé nos compatriotes, nos frères du Katanga, à emboîter le pas. Après, vous avez maintenant ceux qui partent, qui quittent le Kasaï. On vous montre le train qui part. Cette route ne s'arrête pas au Katanga. Il va en Zambie, au Zimbabwe, jusqu'en Afrique du Sud et plus loin. Ils sont partout là. Ne pensez pas qu'ils ont pour terminer le Katanga. Le Kasaïen, c'est un peuple qui rêve grand, qui rêve gros, un peuple de prouesse, de performance. Et les quelques-uns qui sont restés, vous n'en trouverez pas inoccupés. Ils doivent tous trouver quelque chose à faire. Mais il y a eu qu'une princesse s'est donnée ridiculement un exemple en nous disant qu'elle a échoué d'éduquer sa fille dans sa maison. Elle a tenté d'apprendre à sa fille de ne pas manger du poisson. Elle n'a pas su, sa fille mange du poisson, mais elle prétend réussir à interdire à nous autres de manger la viande que nous voulons. Et ça, c'est bien dommage. J'aimerais corriger. Je ne suis pas acteur politique, je suis acteur de la société civile. Et je me réserve le droit de donner mon point de vue sur toutes les questions politiques de mon pays. Ça ne fait pas de moi un politicien, je reste acteur de la société civile. La dynamique pour l'éveil de la conscience patriotique, ce n'est pas un parti politique. Ce que je pouvais dire pour conclure, c'est d'inviter les compatriotes à un soutien inconditionnel, à une collaboration transparente avec les FARDC, avec les services d'intelligence, avec la police. Maintenant, nous savons, je crois qu'on nous rendrait un énorme service à l'hémicycle
Si on pouvait nous retourner par vous, les journalistes aussi, récupérez-nous les images de tous les individus qui criaient ici, arrêtez l'état des sièges, ce sont les collabos. Maintenant, on sait, on a vu qui transportent les munitions, qui amènent les armes pour approvisionner ceux qui viennent endeuiller la partie Est. Entre-temps, ils sont ici à crier, arrêtez l'état des sièges pour qu'on laisse libre cours parce qu'ils tirent les commissions derrière les vols de nos minerais à l'Est. C'est là que j'insiste pour demander aux compatriotes d'être unis, de collaborer, de vivre ouvert avec nos services de sécurité et d'intelligence pour infliger. Vous savez, quand quelqu'un est déjà adulte, on ne peut plus l'éduquer autrement que par la force. Le langage que Kagame peut bien écouter, c'est le langage de l'humiliation, de la chicote publique. Quand il verra qu'il envoie les troupes qui ne rentrent pas, il n'osera plus. C'est moi qui vous remercie.